Chers bois-footeurs, bois-footeuses, bienvenue une fois de plus à votre émission 90 minutes inclusive, où durant le temps d'un mois, nous allons prendre part à toute l'actualité du football camerounais. Une fois de plus, cet après-midi, nous recevons un invité, pas le moins des autres. Il faut le rappeler, il s'agit de Roger Siway, président de l'Unisport du Roncam, depuis des saisons bientôt. Avec lui, nous allons débriefer de fond en comble les réalités, les difficultés rencontrées à la tête de cet effectif, les problèmes qu'il y a au sein de cette formation, parce que dernièrement, on a eu une assemblée générale plutôt vide, avec un manque d'élite, avec un manque de ressortissants. Avec lui, nous allons effectuer, nous allons dérouler une partie du projet à venir au sein de l'Unisport. Et il va vous expliquer à peu près quel est le projet qu'il y a derrière cet Unisport, derrière ce bureau. Quel sera le projet derrière ce nouveau bureau? Quel sera le nouveau stade de l'Unisport? Peut-être vous l'aurez exploité cet après-midi dans 90 minutes. Nous revenons juste après ceci. Présent, bienvenue une fois de plus à 90 minutes interview. Merci Kevin, merci de me donner l'occasion d'être sur votre plateau, de parler de l'Unisport et plus généralement du football camerounais. Ok, présent, nous allons commencer par demander de vous présenter, si je peux le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être connu de visage, mais peut-être pas beaucoup plus de noms. Aux ressortissants, aux sympathisants, aux supporters de l'Unisport aujourd'hui ne connaissent véritablement pas, ou du moins 60% des supporters de l'Unisport ne connaissent pas qui est l'homme qui est à la tête de leur formation aujourd'hui. Merci, je suis Roger Siway Ganjui, né à Bafang, économiste de formation. J'ai un DE en sciences économiques, option économétrie. Assureur aussi de formation parce que je suis titulaire d'un DES en assurance comme étant de la promotion de 1994 du cycle supérieur de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Actuellement, je suis réassureur, directeur général de la compagnie de réassurance Activari. Et sur le plan du football, j'ai toujours été un amoureux du football. Je me rappelle qu'en classe de terminale, dans les années 87, j'ai été le premier à organiser un championnat de vacances à Bafang, qui a fait le premier championnat de vacances à Bafang, qui a fait animer les vacances et a fait courir beaucoup de gens. Ces gens peuvent bien s'en souvenir. Le premier championnat de vacances qui a été organisé dans le département du Roncam a été à moi, dans la cour de l'école publique groupe 1 de Bafang. Actuellement, je suis président de l'Unisport de Bafang depuis le 4 août 2024. C'est pas un projet que j'avais, je n'avais même pas imaginé que je pouvais un jour être président de l'Unisport, mais l'année dernière, j'étais en train de préparer mon départ à la retraite. J'étais alors DG de la société ghanéenne de réassurance, la succursale basée à Douala, qui couvrait les pays de l'Afrique francophone, au sud du Sahara. Et des amis m'ont proposé de gérer l'Unisport juste après mon départ à la retraite. J'ai accepté au mois de juin d'août 2024 de prendre cette responsabilité. Heureusement ou malheureusement pour moi, en sortant de la société Ghana pour aller en retraite au 31 janvier 2025, j'ai été recruté immédiatement par le groupe Activa pour diriger Activare, qui est une compagnie de réassurance basée en île Maurice. Donc actuellement, je cumule la présidence de l'Unisport et la direction générale de cette succursale, de cette compagnie de réassurance. Ok. Président, on le sait naturellement, dans les clubs que nous appelons des clubs de canton ou des clubs de société, il y a ces cooptations à la tête de ces personnalités, ces élites. Généralement, ça se passe dans un cadre de restreint d'élite. Mais la vôtre s'est passée de façon particulière. Si vous vous rappelez bien, si on revient, il y a d'abord eu une assemblée générale qui a capoté.
une première assemblée qui a capoté. Il a fallu, au cours de cette assemblée, ramener des gens dans la salle, faire asseoir des personnes, faire tuer des clandestins, parce que on vous appelait le rassembleur d'hommes, comme c'était bien dit à cette époque à Bafang, parce qu'avant vous, UNISPO a connu beaucoup d'années de crise. Il y a eu le bureau monté, il y a le bureau Gamini, il y a eu beaucoup de problèmes parce que même avec le bureau monté, ça n'a pas véritablement été, on s'attendait au retour des élites, ça n'a pas été. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez fait, comment s'est passé ces cooptations? Surtout qu'on sait que pendant cet âge, il y a eu tellement de choux gras, il y a eu tellement de choux fourrés, on a eu droit à pratiquement 4 arrêts au cours de cet âge. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé au cours de cet âge? J'ai été approché par un groupe de supporters et sympathisants qui m'ont proposé de prendre la présidence de l'UNISFOR. Séduit par l'idée, j'ai accepté de poser ma candidature et je devais aller en compétition avec le président sortant qui était Alain Monté. Donc, le premier congrès qu'il y a eu, les représentants de l'Africa Foot ont quitté la salle avant les élections et j'ai été élu par acclamation, mais cette élection n'a pas été reconnue par l'Africa Foot parce que tout s'est passé en l'absence du représentant de l'Africa Foot. Donc, les élections ont été reprogrammées le 4 août et de manière contradictoire. On a présenté des candidatures et dans l'intervalle, les membres du bureau sortant, notamment le trésorier et le commissaire aux comptes, se sont rétractés et mon contradicteur, président sortant, ne pouvant donc pas défendre son bilan, sa candidature a été disqualifiée. Il est donc resté ma seule candidature qui a été adoubée par acclamation. C'est comme ça que je suis devenu président de l'Unisport, club de Bafang, alors en division 2 à partir du 4 août 2024. Ok. Mais si vous vous rappelez, il y a un fait marquant au cours de cette assemblée qui me revient toujours un peu plus. Avant que le président Monté ne déboute ou ne soit débouté, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu, au moment où vous êtes sorti de la salle avec certains de vos représentants, on a fait appel au président Monté. C'était quoi cette histoire? C'était une affaire de consensus? Oui, on tentait de faire un bureau de consensus. Oui, le représentant de l'Africa Foot, effectivement, et certains aînés du Haut-Can ont tenté de me mettre avec le président Monté pour faire un bureau qui devait regrouper les différentes tendances. Il s'est avéré que le président sortant voulait à tout prix garder la présidence et que tout autre candidat qui venait s'ajouter à son bureau devait plutôt occuper la vice-présidente. Or, les idées nouvelles qu'on comptait apporter et les coups de frange qu'on espérait avoir, parce qu'on fait un bloc issu de mettre l'Unisport en première division l'année qui suivait, et ça s'est réalisé. Comme vous pouvez le constater, mais on ne pouvait pas partager les directives en ce moment-là parce qu'il y a une série de décisions radicales qu'il fallait prendre sur le fonctionnement de l'équipe et sur des gens qui peuvent tourner autour des joueurs et autour des décisions en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe. Il fallait des décisions très profondes qui devaient écarter même certaines personnes qui rôdaient autour de l'équipe et qui ne servaient à rien dans la production de l'équipe vers ses objectifs. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu en élu, vous n'êtes pas venu en ignorant comme certains l'ont fait croire, vous êtes venu en ayant déjà une idée bâtie derrière, avec un projet de société, avec un projet de faire formation, et forcément avec des personnes qui connaissaient dès la maison, parce qu'il faut le dire, vous avez fonctionné avec certaines personnes de l'ancien bureau, et je pense que c'est ce consensus qui a été le déclencheur ou le fait majeur au cours de cette assemblée générale, parce que après que vous soyez rentré dans la salle, il y a eu des choux gras, il y a eu un second arrêt encore, oui. Et je pense que c'est après c'est la troisième fois que vous êtes revenu dans la salle, qu'il a finalement été débouté, il a finalement retiré la candidature a été déboutée, vous avez été élu par acclamation. Maintenant,
vous avez été élu, ça a été fait, ça a été un fait. Je rappelais que ce jour, vous n'avez pas été élu à votre bureau. Vous avez été élu, votre personne seule a suffi pour ce jour parce que il se faisait déjà assez tard. Il a fallu qu'on arrête et maintenant il fallait construire le bureau. Comment s'est fait la construction du bureau? Parce que on s'attendait véritablement pas à ce style de personnes autour de vous et avec ce style de bureau. Comment s'est fait le bureau plus tard? Il y a eu une observation profonde du fonctionnement de l'UNISFOR. Et nous avions identifié clairement quels étaient les problèmes de l'UNISFOR. Et on a identifié des personnes qui pouvaient tenir le projet. Le problème de l'UNISFOR, c'était quoi durant les 7 années que l'équipe a croulé en division inférieure, en Ligue 2. Il y avait des gens qui tournaient autour de l'équipe et qui pensaient que des féticheurs pouvaient faire gagner les matchs ou faire perdre l'adversaire. Donc, ils contaminaient nos joueurs avec cette idée-là et les maigres finances que l'équipe pouvait avoir, il y a une bonne partie qui allait à la recherche des féticheurs. De deux, les mêmes personnes tournaient autour de l'équipe et avaient laissé entendre qu'on ne peut pas gagner de match sans corrompre l'arbitre. Et les mêmes personnes vidaient l'équipe de maigres moyens financiers que l'équipe pouvait avoir et en fait ne voyaient même pas les arbitres. Parce que dit qu'on corrompt le corps arbitral pour un match, pour être sûr de gagner, il faut corrompre au moins 5-6 personnes. Et ces personnes ne pouvaient jamais avoir un plateau où ils pouvaient rencontrer l'ensemble du corps arbitral d'un match pour influencer les résultats. Donc, ils spoliaient l'équipe de l'argent comme ça en disant qu'ils s'en vont corrompre l'arbitre. Troisième chose dont l'UNISFOR avait besoin, c'était qu'on puisse alimenter convenablement les joueurs. Le peu de moyens qu'on donne aux joueurs, les joueurs boivent la bière, font autre distraction, mais ne se nourrissent pas convenablement. Nous avons identifié ce problème et on a décidé de faire manger les joueurs ensemble sous le contrôle d'un diététicien. L'alimentation des sportifs ne coûte pas particulièrement cher. C'est souvent la pâte alimentaire, mais il faut toujours ajuster des légumes, des fruits. Donc, en nourrissant les joueurs convenablement, on a pu réveiller en eux la force que vous avez vue des joueurs de l'UNISFOR sur le terrain. Ayant identifié ça, on avait un programme précis. On avait des actes à poser pour assainir l'environnement du club et on a identifié des gens qui pouvaient poser ces actes-là. C'est comme ça que le premier vice-président est d'abord venu a été d'abord chargé de sélectionner les encadreurs techniques et M. Fayeux. Et c'est un incorruptible, et on ne peut pas l'influencer. Même de faire. Oui, il était intransigeant. Il a fait les joueurs qu'il faut. Il a eu trop de problèmes à Bafan. On a même lancé dans les médias qu'il a pris l'argent du club pour aller retirer son fils de prison en Europe. Son fils n'a jamais été en prison en Europe. Mais c'est des gens qui étaient mécontents de la rigueur qu'il apportait, qui essayaient de le dénigrer et décourager les actes que nous on était en train de poser. Donc on a identifié quelques personnes qui pouvaient ratisser et larguer autour de l'équipe ces brebis galeuses qui tiraient l'équipe vers le bas et implémenter l'idée qu'on avait du club. Et c'est cela qu'on a fait durant toute l'année. Et on a présenté dans le championnat de ligue une équipe solide qui s'est qualifiée pour les playoffs. Et durant les playoffs, on a gagné 6 matchs sur 7. Nous y reviendrons. L'important était de permettre de savoir parce qu'il y a surtout M. Fayeux, même de faire comme on aime souvent l'appeler, qui a été très important dans votre gestion. Très important. Pour le rappeler, il a été vraiment cette main de fer qui a été comme le papa poule dans certains moments, mais aussi celui qui prenait le bâton au moment où il fallait pour fouetter. Et au cours de cette gestion, vous voulez savoir, vous avez été président, ok. Vous avez
coopté Monsieur Fayeux, vous avez pris toutes ces personnes autour de vous. La première mission, quels ont été les premiers objectifs dès les premières semaines à la tête de la présidence? C'était de sélectionner des bons joueurs, de mettre la discipline dans l'organisation de l'équipe et de focaliser les staffs techniques et les joueurs vers les résultats. Le premier résultat était de gagner la coupe de tournoi de pré-saison qui était organisée à Bafoussam. Effectivement, on a gagné ce tournoi important, cette coupe, qui annonçait que la recrue qu'on avait faite, le recrutement qu'on avait fait et l'équipe qu'on avait en main était capable d'aborder le championnat de deuxième division avec l'énergie qu'il fallait. Donc c'était ça l'objectif et il fallait gagner ce championnat de Bafoussam et avec des clubs qui jouaient déjà en première division comme la Panthère, on a pu aller porter cette coupe à Bafoussam. Mais avant d'arriver à Bafoussam, il y avait un fait majeur parce que pour arriver à Bafoussam, il faut pouvoir recruter un encadrement technique, il faut pouvoir recruter les joueurs. Et nous allons revenir sur l'encadrement technique. C'est vrai, plus tard on fera un gros plan. Mais comment s'est fait la sélection de Feu Johnny à la tête de l'Unisport? Parce qu'il faut le rappeler, c'est l'homme de main de l'Air Royal du Mongo. Il a été champion de l'Élite à l'Aigle. Il a fait monter le club en Élite en tant que champion régional. Il a fait un peu de temps à l'Union de Douala. Un peu de temps avec Rangers avec Rangers, exactement, dans le Nord-Ouest. Mais, étant enfant de l'Ouest, il a été footballeur à l'Unisport, mais il n'avait jamais entraîné l'Unisport. Comment s'est fait le choix de Johnny, surtout que nous connaissons l'homme, c'est pas un homme qui a du n'importe quoi, c'est pas un homme qui allait venir fauter son image dans une formation assez difficile. Qui vous l'a conseillé? Comment s'est fait ce recrutement, surtout qu'il venait d'être champion avec les Rois du Mongo? Pour vous dire la vérité, c'est les élites et les supporters qui sont venus me chercher pour être président de l'équipe, qui sont allés chercher Denis pour venir faire à Bafoussam ce qu'il venait de réaliser à Konsamba, parce qu'il venait de faire monter le Konsamba en première division. Et il rêvait aussi de l'idée de faire monter l'Unisport en première division. Alors, ces personnes sont allées lui dire, voilà, on va mettre une nouvelle équipe qui va assainir l'environnement et on y pense que l'environnement sera propice et va se prêter davantage à ce qu'il puisse s'exprimer et apporter à la ville de Bafoussam ce qu'il a fait à Konsamba. Donc, on s'est retrouvé à la porte de l'Unisport pour entrer et prendre les responsabilités. Au même moment, Denis et moi. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée d'aller chercher Denis. C'est des gens qui ont préparé le terrain à la fois pour moi, pour lui, qui l'ont convaincu de venir prendre la responsabilité. Que le projet était bien ficelé, bien avant. Ça veut dire, on veut le président qu'on veut, on vit avec l'entraîneur qu'il faut pour le président qu'il faut, parce qu'il faut permettre à l'équipe d'avoir première division, parce qu'on connaît qui est l'homme Johnny, et aujourd'hui paye à son âme, mais on sait que c'est une main de fer, c'est pas quelqu'un qui va accepter n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui va accepter un président qui va le venir dire, prends tel joueur, retire-moi tel joueur, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont toujours voulu savoir, parce que ça s'est fait très vite, parce qu'il faut le dire, à peine 2 semaines après votre installation, Johnny était déjà à Bafoussam. Oui. On n'a pas compris comment un président qui vient d'être installé était déjà en contact. Ça veut dire, il y a tout un projet de société qui a été ficelé par la veille. Et c'est ce qu'on voulait véritablement comprendre, parce que le choix de Johnny est un choix très méticuleux. Oui, il fallait un président qui va laisser Johnny travailler. L'histoire vient de monter en Ligue 1. Je n'ai jamais demandé de recruter un joueur ou de classer même un joueur au cours du match. Denis voulait un président qui lui laisse la main libre dans le choix de sa stratégie de jeu et des joueurs, y compris le choix de ses adjoints. Donc, il a la main libre totalement pour assumer dans ce domaine-là. Et c'est ce qui a apporté les résultats. Nous, on attendait les résultats et Denis était libre de choisir avec qui il va jouer, avec qui il va encadrer les joueurs et quelle est la stratégie qu'il doit mettre appliquer sur le terrain pour obtenir les résultats. Et effectivement, ça n'a pas été facile parce que Denis, c'est paix à son âme, c'est quelqu'un qui avait du caractère et nos discussions étaient souvent chaudes, mais il permettait
pas qu'on puisse interférer dans le domaine qui lui est réservé. Et chaque fois, il disait, président, ça c'est mon domaine. Ton domaine, c'est de nous trouver les moyens pour être au stade à tel moment de déjeuner pour que les joueurs soient couchés à telle heure et on mange ce qu'il faut qu'ils mangent. Les résultats, c'est moi qui te l'apporte. Et comment j'apporte les résultats, c'est mon domaine. Et vraiment, ça a fonctionné. Le projet a été bien monté par ceux-là qui ont eu l'idée d'aller le chercher. C'est pas moi qui ai eu l'idée, qui en ai eu l'idée, mais c'est les mêmes personnes qui ont eu l'idée de venir me proposer de prendre l'Unisport. Et effectivement, les résultats ont été immédiats. Notamment par ce championnat de pré-saison qu'on a remporté. Président, nous allons revenir sur ce que beaucoup de personnes attendent, sur l'actualité majeure au sein de l'Unisport. Quand vous avez pris l'équipe, l'Unisport faisait déjà face à une grosse crise interne. On faisait face à des dirigeants, à des élites divisées. Aujourd'hui, on sort d'une AG qui s'est terminé dans le bon sens, mais qui n'a pas rassemblé des élites. Pourtant, on vous appelait à votre arrivée le rassembleur d'hommes. Qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui à l'Unisport pour retrouver tous ces fils et filles autour de cette formation, autour de ce club qui fait rayonner pas seulement la ville de Bafang, mais tout le département du Honka? C'est vrai. Nous-mêmes, on a été surpris par l'absence d'affluence à la dernière AG qui s'est tenue à Bafang. Les explications qu'on a eues, c'était une coïncidence d'une série d'événements dans le département. Et il y avait d'abord, à quelques mètres de la salle où se tenait l'AG, la finale du championnat d'un tournoi de vacances qui est très couru et dans lequel participait la majorité des joueurs de l'Unisport. Les deux, il y avait les obsèques et funérailles du père d'un footballeur, un ancien footballeur, joueur de l'Unisport, et d'un joueur international, qui est monsieur Kwema. Il y avait enterrement et funérailles de son père. Et au niveau des autorités administratives, il y avait un conseiller municipal qui était décédé. Il y avait ses obsèques et funérailles à Fopoaga, dans l'arrondissement de Bakou. Et le préfet y était, tout l'arsenal politique, et même le représentant de la FECAFOOT, qui est également conseiller municipal à Bakou, M. Boisdé, était à cet enterrement. L'arrangement qu'on a eu avec le maire de Banca, qui était l'organisateur du championnat qui se jouait au Collège Saint-Paul, c'était que le congrès se tienne de 14h à 16h et que cette finale commence à 16h30. Mais le représentant de la FECAFOOT n'a pu sortir de Bakou qu'à 16h45. C'est-à-dire à l'heure même qu'on avait prévu pour que les gens sortent du congrès pour aller assister à cette finale des championnats. C'est en ce moment-là qu'on a pu lancer le congrès. Donc ça n'a pas été très couru. De deux, nous n'avons enregistré la présence d'aucune des personnes qui avaient réclamé le passage à la SAOS pour participer au financement du COP. Parlant des élites, nous ne comprenons pas que ils aient exigé que le nouveau bureau respecte le passage du club à une société anonyme pour pouvoir acheter les actions du club. Et à ce congrès, on les attendait pour se manifester et on n'a vu personne. Il y a une campagne de communication qui est lancée. Nous nous sommes rapprochés individuellement des élites pour savoir ce qui expliquait qu'ils aient déserté totalement la place qui était réservée à elle au cours de ce congrès-là. Jusqu'ici, on n'a pas d'explication fiable et il est envisagé, comme il y a eu à Paris le 13
septembre, il y a eu un mini-congrès. Il est envisagé de faire des mini-congrès comme ça au Canada, aux États-Unis. Il y aura un mini-congrès comme ça à Douala, à Yaoundé, à Garoua et à Bafoussam, où on a de nombreux supporters. Et c'est après la tenue de ces mini-congrès qu'on va réorganiser vers le début du championnat un grand congrès de lancement du championnat à Bafan. Et nous pensons, après des explications, des échanges qui auraient eu lors de ces différents mini-congrès, que ce congrès qui sera fait à la veille du championnat sera mieux couru, ou tout au moins les représentants de toutes les forces vives du Hong-Kong, que ce soit de la diaspora ou du pays, seront à ce congrès où on va débattre de l'avenir de l'équipe durant cette première année de rentrée en Ligue 1 et regrouper l'ensemble des moyens dont l'équipe aura besoin pour atteindre des objectifs. Bon, en vérité, vous annoncez de façon exclusive, dans l'interview exclusive, qu'il y aura un congrès spécial avant le début du championnat. Un congrès extraordinaire. Extraordinaire, si on peut le dire, c'est avant le début du championnat, qui va rassembler tous les forces vives du Hong Kong à la veille du début du championnat et qui sera qui sera véritablement le vrai congrès qui aurait dû et qui n'a pas pu se tenir avec ses représentants pour des multiples raisons dont c'était plus tôt. Ok. Parce que beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi, après une année spectaculaire comme celle qu'on a eue, on a fait 6 ans, 7 ans en Déléto. On revient en Elite One, on atteint un congrès, l'équipe passe pour la première fois en société anonyme, parce qu'il faut le rappeler aussi, Unisport, grâce à votre personne, grâce à votre bureau, a créé une entreprise aujourd'hui qui est Unisport SA, et qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin des capitaux pour pouvoir faire fonctionner, pour faire permettre à l'équipe de pouvoir avancer. Donc, on s'est véritablement posé les questions, pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi les élites ne suivent pas. On s'est dit, est-ce que c'est un problème du président? Est-ce un problème du bureau ou c'est un problème de gestion d'argent? Parce qu'il faut revenir sur cette gestion financière. Vous avez rencontré beaucoup de problèmes au cours de la saison dernière avec des gestions financières, des problèmes de grève de joueurs, des problèmes avec votre encadrement technique. Vous avez aussi dépensé beaucoup d'argent. On s'est demandé un budget de départ de 180 millions. Est-ce que vous avez finalement atteint ces 180 millions ou vous les avez largement dépassés? Non, on n'a pas atteint. On avait un budget de 180 millions, effectivement. On a fini l'année avec des dépenses de l'ordre de 93 millions. Sur ces dépenses, il y a des dettes d'environ 16 millions qui restent à régler. Donc, on a dû compresser et il faut avouer que on a eu des aides qu'on ne peut pas évaluer, notamment les repas qui ont été faits aux joueurs par un membre qui est Madame Laurence Monté. Si on comptait le coût de ces repas-là, le budget serait plus élevé. Et de deux, Monsieur Nossi qui est a logé par exemple les joueurs quand ils venaient jouer à Douala, ils logeaient dans son hôtel. On n'a pas fait exposer des dépenses, par exemple pour loger les joueurs, parce qu'ils ont logé dans l'hôtel de Monsieur. Si on évalue le coût de tout cela, effectivement, on s'approcherait des 180 millions. Mais en termes de dépenses réelles, c'est 93 millions. Et il y a 16 qui restent à payer. Ce soir, d'ailleurs, lorsque les joueurs ont séjourné ici, au play-off, on est sorti de l'hôtel en laissant une ardoise de 3 250 000. Après, on a payé 2 millions. Il reste 1 250 000 que je vais payer ce soir pour nous libérer de cette dette vis-à-vis de l'hôtel qui a hébergé les joueurs, parce qu'on envisage également que les joueurs reviennent pour jouer un tournoi de pré-saison à Douala. Donc, mais écoute, président, autant pour moi, au cours de cette nombreuses multiples problèmes financiers, il y a eu un déclencheur au moment des playoffs, on reviendra peut-être plus tard. Mais comment s'est passée cette gestion financière? Surtout qu'au cours de la saison, vous perdez votre secrétaire général. Il claque la porte, si on peut le dire ainsi, au cours de la saison. Vous perdez quasiment un tiers de votre bureau avec lequel vous avez commencé. En partie, votre trésorier aussi qui
qui vous fait ce qu'on appelle au quartier un mini chantage. Lui aussi qui claque la porte quelques semaines plus tard. Comment ça se passe dans ce moment-là, sur le plan mental, sur le plan psychologique, pour quelqu'un qui n'a pas eu à gérer une équipe de football? On a déclaré au début de l'année 180 millions et on revient plus tard avec ce problème financier. On a la moitié de notre bureau qui claque la porte. Ça se fait comment? Au début de l'année, on avait un budget et la structure du financement de l'équipe. L'objectif de notre bureau était de remettre l'équipe sur sa base populaire. Et nous, on comptait sur les supporters et sympathisants de l'Unisport qui sont nombreux au Cameroun comme à la diaspora pour donner le peu qu'ils peuvent mettre pour constituer les 180 millions. Il s'est avéré que le passage de deux multimillionnaires comme président de l'équipe bien avant nous a fait du mal à la base populaire. Il y a d'abord eu le maire Moni, le maire de Banja actuel, qui est un grand opérateur économique. Au moment où il était président de l'équipe, il a négligé l'appel à la base populaire. Même quand des gens se présentaient pour dire ouais, j'ai 20 000 francs à donner, il disait c'est les 20 000 qui vont venir faire quoi dans toutes les dépenses que j'ai pour l'équipe. Donc l'équipe a été coupée de la base populaire. Après il y a Zagallo qui est arrivé et il n'a pas cultivé la base populaire de l'équipe. Donc les objectifs que nous nous sommes fixés, c'était de remettre l'équipe sur sa base populaire et la mayonnaise n'a pas pris, comme on dit. Heureusement qu'il y avait toujours en veille celui qu'on appelle aujourd'hui le messie départemental, qui est monsieur Emmanuel Néossi. Et chaque fois qu'il y avait l'échec de recouvrer de l'argent par la base populaire, il arrivait à nous donner de quoi tenir. Mais ça n'a pas été difficile. Le plus souvent, il intervenait quand il y a déjà la grogne, quand les joueurs ont déjà refusé de s'entraîner, il intervenait comme un sapeur-pompier chaque fois que il y avait début d'incendie, alors que nous aurions souhaité qu'on prenne en prévention ces mouvements-là et qu'on les gère avant pour que ça ne se manifeste pas. Donc, mais chaque fois, les joueurs refusent de s'entraîner, il intervient pour calmer. Les joueurs refusent de se déplacer pour un match, il fait les gestes qu'il faut. Et même lors du play-off, on a été au bord d'une situation où les joueurs refusaient de jouer un match de play-off. Il a dû intervenir à 12 heures pour payer les primes de match qui étaient réclamées pour que les joueurs jouent à 15 heures. Donc la masse populaire n'a pas réagi conformément à nos attentes et on a passé toute l'année à gérer une crise de trésorerie permanente. Aujourd'hui, quand vous voyez l'état de sacrifice qui a été fait, monsieur Nossi a mis une quarantaine de millions pour ce qui est dévoilé. Il a mis une quarantaine de millions. Moi-même, j'ai mis une vingtaine. Et il y a quelques personnes qui ont mis de l'argent qui n'est même pas retracé dans les 93 millions, comme monsieur Landry, l'ancien président de l'Unisport, celui qui primait les buts pendant les playoffs. Il donnait 100 000 par but marqué, qui est augmenté au fur et à mesure que le nombre de buts augmentait également. Ça a aussi stimulé les joueurs. C'est quelque chose qui est venu doper l'équipe en pleine compétition de play-off. Donc, la base populaire du Nice n'a pas pris. Et cette année, on est peut-être en train de vivre encore un échec parce que nous avons lancé un projet de 2000 francs par force vive
du département du Haut-Kam. Les derniers recensements disent qu'il y a 120 000 personnes dans le Haut-Kam. Si on enlève les femmes et les enfants qui ne travaillent pas, on a au moins 50 000 personnes actives. Si chaque personne donne 2 000 francs CFA, nous aurons 100 millions de francs CFA. Mais président, en ce moment, c'est un problème de communication, parce qu'il faut le rappeler, le Haut-Kam a pratiquement 15% de sa population dans des grandes régions qui sont le littoral, le centre, dans des grandes régions qui sont le littoral, le centre, le Grand Nord, et je ne pense pas qu'ils soient au courant de cela. Pendant les pleurs, vous avez lancé cette initiative qui allait permettre aux personnes, dans les groupements de ce qu'on appelle quotidiennement chez nous comme des réunions de tontines, de pouvoir contribuer même à travers ces réunions de tontines. Mais pour moi, je dirais plutôt que la communication n'a pas été bien faite, parce que c'est au stade qu'on écoutait ce regroupement, mais pas vraiment dans les ressources de la ville. Donc, je pourrais, pour vous aider dans ce sens, vous dire que ça a été beaucoup plus un problème de communication. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez eu ce problème avec la base. La base a été vraiment coupée, mais j'ai été, ou du moins les ressortissants de ce qui est ressorti avant cette émission, ont été très agréablement surpris ce qui s'est passé à Douala pendant les playoffs, parce qu'on a eu le retour du mur jaune qui véritablement s'était plus déployé depuis beaucoup d'années, tout le temps dans des stades du littoral, comme ça s'est passé pendant les playoffs. Mais je voulais qu'on apporte une petite précision. Aujourd'hui, s'il faut faire le bilan de la saison dernière, en quelques phrases, vous avez perdu votre bureau, en partie. Vous avez eu des difficultés à rencontrer avec la base. Vous avez eu des difficultés à pouvoir rassembler des personnes parce que ceux qui sont passés avant vous n'avaient pas tendu la main aux gens. Aujourd'hui, vous avez un nouveau bureau. Vous avez des forces vives. Vous suivez mon regard. Vous avez, l'année dernière, votre main droite était faille. Cette année, vous avez une main droite qui est, d'après ce qu'on dit, beaucoup plus puissante, qui est très discrète, un peu comme vous, mais qui est beaucoup plus importante. Fred Siroul. Qu'est-ce que le nouveau bureau de Nisport va apporter cette saison, va créer de nouveau cette saison pour permettre aux sympathisants, pour permettre à cette base qui a été coupée de pouvoir revivre? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu à Douala, je ne crois pas qu'il n'y a aucun sympathisant qui voudrait que ça se coupe. Ils ont été proches de vous, proches de cette formation. Il suffisait de voir comment ils allaient à Bonham Sadi prendre ses joueurs. Ils amenaient au stade Mbappé de pays. Ils remplissaient des stades. Ils payaient les tickets d'accès. Ils vous ramenaient. Ils faisaient la fierté pendant les matchs, pendant, avant et après. Pour que ce sang, pour que cette graine, pour que cette flamme, comme on a l'habitude de le dire, comme le nom de l'équipe le dit, tant qu'au jour tu meurs, pour qu'elle ne meure pas. Pour que ce sang ne meure pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec cette nouvelle, ce nouveau bureau? Qu'est-ce que ce nouveau bureau compte véritablement apporter? Le nouveau bureau compte, je suis la communication. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence ici. Nous avons passé une année, on s'est pas prêté des médias comme ce qu'on est en train de faire maintenant. On va doper au niveau de la communication pour être plus fluide en termes d'information vis-à-vis des supporters et sympathisants. Effectivement, les playoffs nous ont montré que quand on est ouvert envers les populations adhèrent au projet du club. Et il y a des matchs où on a dit, voilà, on n'a pas de quoi payer les primes aux joueurs. La population qui est venue de 4 coins du pays pour assister au match a fait des quêtes immédiatement sur le terrain pour permettre de payer les primes de ces matchs-là aux joueurs de l'Unisport. Donc, on va communiquer beaucoup plus vers la base populaire et que les gens réalisent aussi que chaque fois qu'il faut rentrer vers une lutte, et nous en avons pratiquement une seule qui est le PDG Emmanuel Niossi, chaque fois qu'il faut rentrer vers lui pour demander de l'argent pour pouvoir résoudre nos problèmes. Les dirigeants de l'Unisport, le président que je suis très gêné parce que l'Unisport ne devait pas avoir un problème de trésorerie au vu du nombre de supporters et sympathisants que le club a. Donc, le projet
un supporter et sympathisant, chaque supporter et sympathisant, 2000 francs, donne 100 millions de francs CFA avant le début du championnat de Ligue 1, et ce montant est suffisant pour pouvoir investir même par ailleurs sur un projet qui va donner des financements à l'équipe et couvrir les besoins de l'équipe pour que chaque fois on n'aille pas pleurer sur le pied d'une élite, pour que cette élite nous trouve les moyens de financer le club. L'Unisport remise sur sa base populaire pour générer le financement. C'est l'occasion pour moi de relancer à nouveau ce projet de chaque supporter 2000 francs CFA pour atteindre le budget de 100 millions si on se base sur le fait qu'il y a 50 000 membres de la population active originaire du département du Haut-Kan. Ce projet de 2000 francs par chaque supporter et sympathisant est crucial dans l'avenir de l'équipe et c'est ce sur quoi le membre du bureau compte. Et actuellement, on a 2 vice-présidents qui sont tous basés en Europe. Il y a un qui est basé en Allemagne, qui est en train de travailler pour pouvoir rattacher aux objectifs de l'équipe nos frères basés en Allemagne, et on a l'avantage que le deuxième président, qui est Fred Sewe, est également président d'une association des anciens footballeurs. Donc, il va également passer par là pour rallier à la cause de l'équipe les anciens joueurs de l'équipe et nos stars en matière de football comme en basketball, et on compte également pouvoir tirer de cette initiative une bonne partie des revenus dont l'équipe a besoin pour fonctionner. En France, monsieur Kameni, qui est le premier vice-président et qui était même d'ailleurs président de l'association des supporters et sympathisants de l'Unisport en Europe, il a organisé un congrès qui s'est tenu le samedi 13 septembre. Et au cours de ce congrès, environ 300 participants se sont engagés à mettre pour l'Unisport chacun à peu près 20 € chaque mois. Si cette promesse est tenue, nous allons rêver de pouvoir tenir également de quoi avoir le financement de l'Unisport pour la nouvelle année qui va commencer en Elite One. Ok, président. Ça, c'était sur le point financier. Président, on va entrer de plein pied parce que beaucoup de partisans, beaucoup de sportifs et sympathisants l'attendent dans ce qu'on appelle le bilan de la saison. Le bilan sur le plan sportif. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Unisport, c'est parce que malgré tout ce qu'on vient de dire, des querelles intestimes qui sont passées, la démission du bureau, des problèmes financiers, tout cela a été comblé ou tout cela a été effacé par des résultats sur le terrain. Mais président, je vais commencer par vous donner tirer un coup de chapeau parce que après avoir relaté tous ces faits, vous avez quand même atteint l'objectif qui était de permettre à l'Unisport de pouvoir retrouver l'élite 7 ans après. Merci. Ça n'a pas été facile, ça n'a véritablement pas été facile, mais vous y étiez arrivé. Mais, président, nous voulons savoir le choix de l'effectif. Comment s'est fait le choix de cet effectif qui a tenu du début jusqu'à la fin? Parce qu'il faut le dire, si ces gars n'avaient pas l'amour du maillot de l'Unisport, si ces gars n'avaient pas aimé le club, ils n'auront pas terminé la saison avec l'Unisport après tous les multiples problèmes dont vous avez relaté tout à l'heure, des problèmes de financiers, des problèmes de nutrition, des problèmes des prix de marque, des prix d'entraînement non payés, des salaires parfois qui viennent en retard. Comment s'est fait le choix de l'effectif? Comment s'est fait le management autour de cet effectif-là pour permettre à ces gars de pouvoir arriver et de pouvoir atteindre l'objectif qui était de départ directement fixé, de permettre à l'équipe de l'Unisport de revenir en première division?
Il y a eu beaucoup de rigueur dans le choix et je tire un coup de chapeau au premier vice-président, au deuxième vice-président, monsieur Romuald Faye. Il y a eu une sélection rigoureuse. L'Unisport a été d'ailleurs, d'après ce que j'ai appris, l'une des rares équipes qui payait les primes d'entraînement aux joueurs qui venaient chercher à être sélectionnés dans Oui, pendant les primes d'essai. À un moment, nous avons eu 86 candidats pour jouer dans l'Unisport. Il fallait mettre chacun dans de bonnes dispositions pour pouvoir jouer et démontrer s'il mérite de jouer dans l'équipe. Donc, il y avait 2 séances d'entraînement par jour et on payait 1500 francs par séance. Donc, chaque joueur qui venait chercher à jouer dans l'Unisport percevait par jour autour de 3000 francs. En dehors du repas qui lui était fait et qui était fait à l'ensemble des joueurs 3 fois par jour, petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour le mettre dans la disposition de pouvoir s'exprimer et de démontrer ce qu'il peut apporter à l'équipe en tant que joueur, sans avoir faim, sans plonger dans la débauche comme on connaît souvent des joueurs. Donc cet encadrement-là a fait que on puisse choisir les meilleurs de la centaine de personnes qui se sont présentées pour chercher à jouer dans l'Unisport. Et le résultat immédiat a été le gain du tournoi de pré-saison qui s'est joué à Bafoussam. Donc il y a eu une rigueur atroce dans le choix des joueurs. Et l'équipe s'est offensée, a fait du sacrifice en mettant à la disposition des joueurs les moyens pour que chacun puisse s'exprimer sans avoir à reprocher, par exemple, de n'avoir pas mangé, n'avoir pas été bien logé. On a logé tous ceux qui sont venus à Bafoussam pour chercher à jouer dans l'Unisport. On a nourri et à qui on a payé des primes d'entraînement durant le mois de sélection. Et cette rigueur appliquée par le deuxième vice-président, M. Fayeux, nous a permis de ressortir une équipe de gagneurs qui a apporté les résultats que vous avez constatés au cours de l'année. Président, dans ce faux pas, ou du moins dans ce projet sportif, vous avez été vice-champion. Peut-être face à un adversaire qui a toujours l'habitude de damer le plus à Unisport, parce que quand on regarde les confrontations directes, les rois de la main noire a toujours damé le pied à l'Unisport, même lors de leur dernière saison en Elito où ils ont été dans la même poule, ils vous ont fait beaucoup de mal, que ce soit dans la main noire ou que ce soit à Bafoussam. Mais qu'est-ce qui a véritablement manqué? Est-ce des problèmes financiers qui ont dérangé l'Unisport? Peut-être est-ce le véritable motif qui n'a pas permis le sport d'être champion cette saison? Et disons que l'Aigle était mieux préparé parce que la saison dernière, l'Aigle savait déjà que ils vont jouer à l'international. Ayant perdu la Coupe du Cameroun face à la Colombe de San Milima, qui a aussi gagné le championnat, il fallait s'attendre à ce que l'Aigle puisse être international. Ils ont fait un recrutement conséquent où ils ont même acheté. Ils ont recruté des joueurs qui étaient avec l'Unisport. L'équipe de Aigle de la Main Noire était beaucoup plus préparée pour les compétitions du niveau du play-off qu'on a joué ici. Et comme je vous l'ai dit, l'Unisport a sorti ses joueurs de nulle part. C'est des enfants qui ont joué des championnats de vacances de gauche à droite. Parce que il y a cette ossature qui vient de l'air du Mongo. Oui, il y a des joueurs qui ont suivi effectivement. Madesene, Amadou Bello. Oui. Qui sont des enfants sociétaires de l'Ewa du Mongo, qui sont venus avec Jenny Dogom. Oui. Il y a le jeune Asiga qui était déjà à l'Unisport. Il y a le capitaine Yenou, qui est un enfant de la maison. Donc, c'est pas tous qui sont sortis aussi de ce recrutement. Oui, il y a le jeune Fankam aussi, qui sortait d'un champ, pour venir dans l'Unisport. Mais, cette ossature-là a permis à cette équipe, qui avait déjà la qualité sur le terrain, de pouvoir arriver. Et on s'est dit, peut-être ce sont des problèmes financiers qui n'ont pas permis à l'Unisport de pouvoir être champion.
Et ça a impacté le résultat. Vous imaginez que à une semaine de playoff, on a suspendu le camp qu'on était en train de faire pour préparer effectivement les playoffs. Les joueurs étaient regroupés à Bonabéry pour jouer les playoffs. Mais il y a eu une grève. Les joueurs ont dit s'ils n'avaient pas d'arriérés de salaire, ils ne s'entraînaient plus. Et on passait une semaine. Et la journée là-bas nous coûtait autour de 700 000 francs. Et on passait une semaine là-bas à ne pas jouer. On a dû renvoyer les joueurs à Bafan. D'autant plus qu'il y avait l'incertitude sur la date de début des playoffs. Une incertitude que la fédération avait laissé planer. Mais dès que les joueurs sont arrivés à Bafan, 3 jours après, on a annoncé que les playoffs devaient commencer. Il fallait les faire revenir. Donc les joueurs sont revenus à Douala 2 jours avant les playoffs, alors que Aigle était en stage bloqué. Ils avaient les moyens de faire plus longtemps en stage bloqué que nous. Ils n'ont pas connu de problème de grève qu'on a. Donc après le premier match, quand nous avons battu Tonnerre au premier match 2-1, j'ai dit à vos confrères que l'Unisport n'avait pas joué au plein de sa forme parce que ça fait moins d'une semaine qu'ils ont repris les entraînements. Au fur et à mesure que les playoffs vont se dérouler, ils vont découvrir l'Unisport au plus haut de son niveau. Effectivement, ça s'est vérifié sur les résultats. Donc, on est passé à côté de l'échec lors de ce playoff parce que les joueurs qui ont commencé le playoff ne se sont pas entraînés plus de 3 jours pour venir jouer parce qu'ils sortaient effectivement d'un mouvement de grève. Mais heureusement pour nous que la préparation depuis le début de la saison et la sélection qu'il y a eu des joueurs qui ont participé au tournoi de pré-saison à Bafoussam et au championnat nous a donné une poignée de joueurs sur lesquels on pouvait compter et qui étaient aussi motivés de pouvoir remettre l'équipe en première division. Donc c'est ce noyau qui a permis d'atteindre ces résultats. Malheureusement, les playoffs ayant révélé les qualités de ces joueurs, nous sommes en train de les perdre parce qu'on n'a pas les moyens de les retenir aussi. Il y a Siga qui a signé dans le canon de Yaoundé. J'ai appris en recevant 2 millions de francs de primes de signature. L'Unisport ne peut pas supporter ce niveau de dépenses actuellement. Il y a un autre joueur, je crois, c'est Bello, qui a signé au Mali. Et nous, on pouvait pas le retenir parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Actuellement, on est en train de reprendre le même système qu'on a fait l'année dernière pour avoir une ossature des joueurs compétitifs pour pouvoir s'attaquer à la Ligue 1. Et on espère que les mêmes méthodes et pratiquement les mêmes moyens vont permettre d'avoir les mêmes résultats. Mais président, au cours de cette année sportive, il y a eu un fait marquant. Je ne pourrais pas parler de l'année sportive sans véritablement parler de ce fait. C'est un fait un peu triste parce qu'il intervient après votre montée, après autant de sacrifices, vous perdez votre entraîneur. Comment se fait, parce qu'il faut le dire, vous avez été au chevet de cet entraîneur du début jusqu'à la fin, que ça soit pendant sa maladie, pendant Bafan. Il est sorti de l'hôpital quelques jours avant les playoffs parce qu'il avait tenu à ramener cette équipe en L1. Il est venu au playoff étant malade. Et même étant au playoff, il a rechuté, il est rentré sur l'hôpital général. Vous avez tenu toujours à l'accompagner. Comment s'est passé cet état difficile? Tant bien pour l'administration que pour les joueurs, parce que il y avait cette affection déjà avec les joueurs, avec son encadrement technique. Et je me rappelais lors de la 4e journée, où étant sur son lit, son chevet d'hôpital, il passait des commandes et il disait à ses encadreurs comment il faut faire, comment il faut parler les rencontres, parce qu'on en a discuté avec en préparation de cette émission et on voulait véritablement savoir comment ça s'est passé dans vos têtes, comment vous avez pu gérer cette situation assez difficile pour vous, parce que non seulement c'est un enfant de la maison, mais c'est aussi quelqu'un qui a
mis une partie de son âme pour l'équipe. Oui, c'est vrai. Le départ de Jenny a été comme un coup de massue sur la tête de chaque membre de l'encadrement de l'UNISPORT et particulièrement votre interlocuteur. Et nous le savions malade. Et il faut également informer les gens que Jenny est diabétique depuis 2022. Et il a toujours, en prenant ses médicaments, dominé cette maladie qu'il couvait. Mais un mois avant le play-off, il y a eu une dégradation subite de son état de santé, sa situation. Le bureau a même décidé de le faire venir à Douala pour subir des soins au niveau de l'hôpital général. Il a refusé, il a dit qu'il va prendre les médicaments qu'il a l'habitude de prendre. Mais dès qu'il est arrivé ici avec les joueurs pour les playoffs, nous avons constaté qu'il était très amaigri et on a insisté pour qu'il puisse rejoindre une formation hospitalière immédiatement. Il était toujours optimiste, mais on voyait comment il ne tenait pas bien jusqu'à ce qu'il accepte finalement d'être interné à l'hôpital. L'équipe n'a jamais levé le regard sur lui. Nous avons assisté physiquement, financièrement, et même par nos prières qu'il puisse se relever de cette maladie-là qui cette fois-ci l'avait vraiment amoché considérablement. Donc malgré tous nos efforts et malgré les efforts aussi de certaines élites du village qui nous ont soutenus dans les soins apportés à Jenny dans cette maladie, la détérioration de son état de santé était suffisamment profonde. Il y avait une réunion de facteurs de comorbidité. Donc, en dehors du diabète, il avait un problème d'hypertension très accentué, au point où, lorsque nous avons rencontré le médecin à l'hôpital général, ils nous ont dit même que le diabète n'était même pas la plus grosse préoccupation. En ce moment-là, c'est d'autres maladies qui se sont générées et qui lui faisaient à chaque 6 heures du temps passer sous assistance respiratoire. Mais il n'a pas pu se relever de cette maladie malgré tous les soins qu'on a pu lui apporter. Nous disons paix à son âme. Nous l'avons accompagné à sa dernière demeure il y a pratiquement un mois. On a fait des funérailles aussi, mais on a pris des engagements au niveau de la famille. Pour nous, Jenny, là où il se trouve, auprès du très haut, restera dans nos mémoires et nous n'allons pas l'oublier. Par exemple, pour assister les enfants qu'il a laissés, Jenny percevra toujours ses primes d'entraînement, les primes de match et son salaire d'entraîneur de principal jusqu'à la fin de mon mandat. Je vous rappelle que mon mandat reste un an. Non. Le président qui va me remplacer, je ne sais pas encore comment il va travailler pour perpétuer la présence de Jenny dans l'encadrement. Et pour le nouvel entraîneur, le choix même du nouvel entraîneur entre dans l'objectif de perpétuer Jenny au sein de l'équipe, parce qu'on est allé choisir son parrain. C'est l'entraîneur Jam qui était le parrain de Jenny, et c'est lui qui prend l'équipe actuellement. Et nous avons reconduit les adjoints de Jenny pour assister l'entraîneur Jam. Donc la chose la plus mauvaise qui peut arriver à quelqu'un lorsqu'il quitte physiquement ce monde, c'est l'oublier. Jenny ne sera jamais oublié. Une dernière négociation qu'on va faire pour obtenir de la FECAFOOT, de marquer sur le maillot des joueurs que Jenny est toujours là.
Donc, on va perpétuer comme ça sa présence pour le récompenser déjà du travail ardu qu'il a fait pour remettre l'Unisport en première division, et il a réussi le pari de faire dans son village ce qu'il venait de si bien faire Ailleurs. Il a réussi le pari de mettre son équipe en première division. Malheureusement, au moment où les autorités traditionnelles sont en train de s'organiser, on devait me donner le titre de notabilité en même temps qu'à Jenny. Je suis en train de retarder la cérémonie parce que je n'arrive pas à me voir en train de prendre ce chapeau en l'absence de Jenny. Je suis en train de réfléchir sur quelle formule on va faire. Donc c'est Jenny et moi que les chefs traditionnels de la quarantaine de villages du Hong Kong ont programmé de primer pour la montée de l'Unisport en première division. Mais malheureusement, il nous a quittés, mais il sera toujours avec nous. Président, pour clore cette étape un peu triste, avant de continuer cette émission, nous voulons vraiment vous dire merci. Merci pour les sacrifices effectués au cours de cette période difficile, parce qu'il faut le rappeler, vous avez toujours été au chevet de Jenny, vous avez toujours été présent, et le geste que vous venez d'annoncer ici présent dans cette émission ne restera pas vain. Les efforts financiers produits par votre personne et par votre encadrement technique ne restera pas vain. Nous pouvons que vous dire merci, merci et merci. Nous allons continuer l'interview dans un autre pan, un pan un peu plus délicat, où on va entamer sur plein pied dans la même lancée que vous, la saison sportive à venir de l'Unisport. Vous avez déroulé, vous avez annoncé plutôt de façon exclusive l'encadrement qui sera au sein à la tête de l'Unisport. Dans les poussières de secondes qui viendront, nous allons dérouler, nous allons expliquer, nous allons annoncer quels seront les projets, quelles seront les attentes et quels seront les projets futurs pour la saison dans l'Unisport de Hong Kong. À tout de suite. Présent, nous sommes de retour après une mini-pause. Avant qu'on ne prenne cette pause, on était en train de dire que ce dernier pan de l'émission sera beaucoup axé sur le projet société, sur le projet de la saison de l'Unisport, parce qu'il faut le rappeler, il vous reste une année de mandat. C'est entre guillemets votre dernière année de mandat. Peut-être vous allez vous représenter, peut-être pas, mais aujourd'hui vous avez un bureau peut-être beaucoup plus fort que celui de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce bureau? Quel est le projet de l'Unisport cette saison? Vous avez dévoilé quelques minutes plus tôt l'encadrement technique qui sera au sein de l'Unisport cette saison. Maintenant, dès le moment où on a mis cet encadrement technique, quelle est la suite, président? Cette première année en Ligue 1, l'Unisport voudrait jouer le premier rôle à l'issue du championnat qui va se jouer. Au niveau de la Coupe du Cameroun, on a pour ambition d'aller aussi loin que possible. Et de la même façon que en août 2024, on a dit que l'année qui vient, on va être en première division et on y est. Nous promettons d'être parmi les 3 premières équipes dans le championnat de première division ou de Ligue 1 qui va commencer. Et au niveau de la Coupe du Cameroun, on fera l'effort pour aller aussi loin que possible. Notre ambition est de porter la Coupe du Cameroun pour que l'équipe que je vais céder au président qui va être élu pour me remplacer soit sur les portes de sortie du Cameroun pour aller jouer à l'international. Donc, de façon officielle, vous annoncez que vous n'allez pas vous représenter à la tête de l'Unisport de Hong Kong, mais c'est votre dernière année de mandat. Vous voulez sortir avec la tête haute, vous voulez faire revenir le territoire de la Côte du Cameroun à Bafang. Pratiquement 15 ans plus tard. Oui, 15 ans plus tard. 2011, on ne l'a pas eu à Bafang. Oui. S'ils parviennent à l'avoir en 2026, ça fera 15 ans plus tard. Le titre reviendra dans le Hong Kong.
Président, dans la même lancée, vous avez annoncé cela quelques jours, bientôt l'accord de partenariat avec l'un des plus grands équipementiers au monde. Comment se fait les négociations? Est-ce que finalement ça va se faire ou ça va pas se faire? Nous avons espoir que ça va se faire et que ça va se conclure dans une semaine à compter d'aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'avoir notre vice-président Fred Sioui qui travaille déjà pour l'équipementier des Lions Indomptables du Cameroun qui est Fortune. Et il a facilité les négociations avec Fortune pour qu'il puisse équiper l'Unisport. Donc, d'ici une semaine, nous allons passer à la phase de signature de ce contrat qui va nous permettre d'ouvrir les boutiques du club à Douala, à Yaoundé et à Bafang pour pouvoir distribuer les produits à l'image du club fabriqués par la compagnie suisse Fortune, cette même compagnie qui habille les Lions. Les négociations sont aussi faites parallèlement pour que la FECAFOOT nous autorise de distribuer les gadgets et les équipements des Lions Indomptables en même temps que les équipements au couleur de l'Unisport. Parce qu'en fait, vous annoncez de façon officielle que Unisport aura le même habilleur officiel que les Lions Indomptables Cameroun. C'est quelque chose de stratosphérique sur le plan communicationnel. On espère que vous pourrez officiellement, véritablement l'exploiter parce que vous annoncez aussi dans la même lancée. Peut-être depuis bientôt 10 ans, parce qu'il faut le rappeler, depuis Zagalo, on a plus de boutiques de vente de maillots et d'équipements de l'Unisport du Roncam. Donc, ça sera véritablement une fierté pour le peuple du Roncam, après autant d'années, de retrouver au moins un espace pour lequel on peut s'offrir des équipements, on peut s'offrir un bracelet, on peut s'offrir une casquette. Tout ce qui est équipement sera vendu dans des boutiques et étant sur place. Président, nous allons continuer dans la même lancée en revenant dans un aspect beaucoup plus technique parce qu'on va parler du recrutement de l'effectif. Aujourd'hui, nous avons un encadrement technique qui va être mis sur pied dans les prochains jours. Comment se fera l'effectif? Parce que vous venez d'annoncer, vous voulez jouer les premiers rôles. Vous voulez avoir la Coupe du Cameroun. Vous avez perdu vos meilleurs atouts parce que vous avez perdu votre meilleur joueur qui est Francis Edouard. Vous avez perdu Amadou Bello. Vous avez perdu Martin Sonné avec qui j'ai eu une communication ces derniers jours. Comment va se faire le remplacement de ces cadres? Est-ce que vous allez aller puiser dans des recherches des joueurs internationaux, dans des recherches des joueurs de gros calibre en élite? Comment ça va se passer? Laurent Georges Diam, le nouveau coach principal, a signé il y a quelques jours, mais il était en contact avec nous. Et il y avait une panoplie d'entraîneurs. Déjà, les coachs adjoints de feu Denis Gregom étaient sur le terrain lors des différents championnats de vacances pour identifier les joueurs. Nous avons identifié exactement comme cela s'est passé l'année dernière, une panoplie d'une trentaine de joueurs qui vont entrer en stage à partir du lundi 22, et desquels nous sommes convaincus qu'on va sortir une équipe solide. Et depuis que Laurent a annoncé qu'il prenait l'encadrement technique de l'Unisport de Bafang, on a senti une affluence des joueurs qui voulaient le suivre. Et il va injecter ces joueurs également dans la cohorte en cours de sélection. Et on va sortir de cette moule qui va commencer à Bafang à partir de lundi, une équipe solide qui va nous permettre de réaliser des ambitions assez importantes qu'on a pour la saison qui va commencer. Donc, on va toujours dans la même lancée de la saison dernière. On va avec une équipe à moitié dans un recrutement fait de moitié sur le terrain. Et on va avec une équipe avec une ossature dont l'entraîneur principal va faire une cooptation qui va permettre de faire un journal pour pouvoir sortir l'effectif de la saison. Président, dans cette lancée, est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites
pouvoir garder aussi certains cadres. Vous n'allez pas quand même perdre tout l'ossature de votre formation de la saison dernière. Il faut le rappeler que c'est une formation qui a été vice-champion de l'élite, qui n'est peut-être pas allé loin en coach du Cameroun, mais qui a permis au mur jaune-rouge de l'Unisport de pouvoir renaître. Est-ce que vous allez forcément perdre tous ces cadres? Est-ce qu'on va encore recommencer à bâtir 3-0? On rentre en négociation avec, on est même déjà en négociation avec la plupart de ces cadres pour qu'ils restent dans l'équipe. Et on va savoir, c'est même pourquoi on a retenu les coachs adjoints, les 2 coachs adjoints. C'est pour qu'il y ait cette continuité, parce qu'ils connaissent mieux ces joueurs-là. Le nouvel entraîneur va venir avec des nouveaux joueurs et on va essayer de faire une équipe solide à partir de ce mélange. Donc, il y a des cadres qui ont participé à la montée de l'équipe en première division, qui vont rester. Il y a, bien évidemment, c'est pas évitable, des joueurs qui ne méritent plus de jouer en Ligue 1 et qui étaient avec l'Unisport en Ligue 2. On va leur donner les chances de trouver à s'exprimer ailleurs. Mais de l'équipe qui a fait monter le club, en dehors des joueurs qui ont déjà signé par ailleurs, il y a une ossature qui va rester et qui va assurer la continuité, auquel on va injecter les nouveaux joueurs, que ce soit ceux qui suivent le coach à partir des équipes où le coach est passé, ou de ceux qui viennent tout simplement parce qu'ils ont appris que le coach a rejoint l'Unisport. Et il y a du travail que ce coach a fait, puisqu'il était déjà en entente avec nous, dans le suivi à la fois des interpools et certains grands championnats de vacances qui se sont joués. Ce coach a fait des tours et a identifié des joueurs qui peuvent facilement rendre rentable sur le plan technique en un minimum de temps. Donc, ce mélange va donner une équipe solide que je vous promets d'entendre parler durant le championnat de Ligue 1 qui va commencer. Président, nous allons finalement vers la fin de cette émission. On va entamer le dernier pan qui est l'aspect sporteur, qui est revenons véritablement sur la base. Et on va le faire peut-être en 1 comme en 1000. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que projet COE, quel est le bilan que vous faites à la tête de l'Unisport? Qu'est-ce que vous annoncez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux sporteurs de cette base-là pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils puissent être assez nombreux dans ces gradins aujourd'hui? Quel est le message que le président passe aux sporteurs? Je vais commencer par remercier vous allez regarder la caméra en face de vous et vous allez qui ont fait confiance à mon équipe juste après les élections du 4 août 2024. Nous avions promis de ramener l'Unisport en première division. Nous y voici. Nous voici en première division et à ce jour, je relance l'opération 50 000 supporters et sympathisants fois 2 000 francs CFA chacun pour faire un budget de l'équipe autour de 100 millions réalisé. Et je demande aux supporters et sympathisants d'adhérer à ce projet et que chacun paye ses 2 000 francs. En contrepartie, je m'engage au cours de la saison qui commence à classer l'Unisport parmi les meilleures équipes du championnat. Et dans le cadre de la Coupe du Cameroun, notre ambition est d'aller plus loin et de ramener cette coupe à Bafang comme on en a fait il y a un peu plus de 16 ans. Donc voilà un peu la promesse que je fais aux supporters et sympathisants en leur demandant de s'aligner derrière l'équipe, de s'arrimer derrière l'Unisport, comme j'ai eu le plaisir de constater lors des playoffs qui se sont joués à Douala au cours du mois de juin de cette année 2025. Je les attends nombreux au congrès de lancement qui aura lieu quelques semaines avant le début du championnat.
Et je souhaite qu'ils soient aussi nombreux, chacun dans la région où il se trouve, sur des congrès régionaux qui se tiennent et ont commencé par Paris la semaine dernière. Il y aura un congrès régional au Canada, aux États-Unis. Il y aura un congrès régional à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Bafan. Je leur demande de répondre nombreux à ce congrès régional qui vont permettre d'avoir la température sur les échos de la cotisation de 2000 francs par supporter et sympathisant et la centralisation de toutes les données de ces différentes rencontres se fera à une semaine du championnat lors du congrès extraordinaire qui se tiendra à Bafan. Je les attends nombreux et je leur promets que l'Unisport de cette année va leur donner autant de satisfaction que l'Unisport de l'année dernière, qui leur a donné du plaisir en montant et de la fierté en montant en Ligue 1. Merci. Président, nous voulons vous dire merci. Merci pour cet échange. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il faut le dire, votre emploi du temps n'est assez pas évident. Vous avez dû supprimer beaucoup de choses dans votre agenda pour permettre d'être là, pour permettre de vous exprimer à ces supporters, pour permettre de dérouler ce projet de société, pour faire le bilan, annoncer le projet futur. Nous pouvons vous dire merci. Merci. Et une fois de plus, merci. Merci. Chers bois-footeuses, nous donnons rendez-vous dans quelques semaines bientôt pour la prochaine interview avec une autre personnalité de notre football, pour pouvoir échanger dans l'actualité de notre football, pour pouvoir parler des problèmes de notre football. Sachez-le, nous avons un football à reconstruire. Ciao, ciao.